Le carnaval en Haïti. Quand on pense à ça, on imagine tout de suite la fête, les couleurs, la musique, mais en réalité c'est bien plus que ça. C'est carrément une scène de théâtre où se joue toute l'histoire du pays. On va voir ensemble comment cette célébration est devenue ce miroir incroyable des tensions, des luttes, mais aussi de la force de tout un peuple. Alors oui, pour commencer, il faut oublier tout de suite l'image d'Épinal. Vous savez, la fête un peu insouciante, juste pour s'amuser. Non, non. En Haïti, le carnaval, c'est bien plus sérieux. C'est un véritable espace de revendication, un exutoire social, politique même. C'est un peu comme si le peuple tout entier montait sur scène pour raconter sa version de l'histoire, sans filtre. Mais d'où vient cette puissance en fait? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière à ses origines, et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'il n'y a pas une seule racine, mais des dizaines. C'est vraiment une sorte de mosaïque de traditions. Regardez un peu ce mélange incroyable. On y trouve de tout. Des légendes judéo-chrétiennes, des fêtes païennes et même, tenez-vous bien, des coutumes de la Rome antique. Le fameux carus navalis, ce char en forme de navire, eh bien c'est de là que vient le mot carnaval. C'est fou, non? Et par-dessus ça, vous ajoutez les rites venus d'Afrique, les traditions des Taïnos qui étaient là avant tout le monde, et voilà, vous avez ce cocktail culturel absolument unique qui fait toute la saveur du carnaval haïtien. Pendant la période coloniale, par contre, l'ambiance n'est pas la même pour tout le monde. Le carnaval, c'est avant tout le divertissement des maîtres, des colons, des affranchis. C'est leur moment pour se lâcher. Mais il y a un détail, un tout petit détail qui dit tout, le masque. Porter un masque, c'était un privilège. Et les esclaves, eux, ils n'y avaient pas droit. Le carnaval était déjà à l'époque le reflet parfait de cette société de ségrégation. Et puis, 1804, l'indépendance. Et là, tout bascule. C'est le grand tournant. Le peuple s'empare littéralement du carnaval. Ce qui était un truc de riche, un outil de distinction, ça devient son arme à lui, un instrument de contestation. On se déguise, mais cette fois, c'est pour se moquer des élites, de l'autorité, des puissants. La fête elle-même devient un acte de résistance. Bien sûr, vous vous en doutez, quand le peuple trouve un espace d'expression aussi fort, le pouvoir politique, lui, ne reste pas les bras croisés. Et c'est là que commence une sorte de bras de fer, une lutte acharnée pour le contrôle du carnaval. Et cette lutte, en fait, elle n'a jamais vraiment cessé. Et cette tension, on la voit très bien à travers l'histoire. Regardez, en 1917, pendant l'occupation américaine, hop, on censure les thèmes un peu scandaleux. Plus tard, en 28, le président Borno veut civiliser le carnaval. Résultat, les groupes populaires boycottent tout. Et puis bien sûr, il y a la dictature des Duvalier. Là, c'est la répression pure et dure, avec en plus des tentatives de récupérer la fête à leur profit. Parfois, la violence de l'État est tellement forte qu'elle finit par rentrer dans le folklore du carnaval lui-même. Le meilleur exemple, c'est Chaloska. C'est devenu un personnage de carnaval, une figure grotesque. Mais à l'origine, Chaloska, c'est le général Charles-Oscar Étienne. Et pourquoi ce surnom? Parce qu'il a mené une répression sanglante contre la population. Le carnaval, voyez-vous, n'oublie rien. Il a cette capacité incroyable de transformer les tyrans en caricatures éternelles. Alors dans cette bataille pour la liberté d'expression, quelle est l'arme du peuple? Eh bien, c'est la musique. La musique va se révéler plus puissante que tout. Les paroles des chansons de carnaval, les meringues, deviennent une sorte de journal populaire. C'est le seul endroit où l'on peut encore critiquer le pouvoir, parfois de manière très directe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment cette guerre s'est jouée sur le terrain musical. D'un côté, on a les bandes à pied. Ça, c'est la voix du peuple. Des groupes spontanés qui marchent dans la rue, et leurs chansons, elles parlent du quotidien, de la misère, de la politique. Et de l'autre côté, le régime Duvalier crée ses propres groupes, les autophoniques. Eux, ils sont sur les chars officiels, payés par le président, pour diffuser la propagande. C'était une vraie bataille sonore, en plein cœur de la ville, pour gagner les esprits. Et face à la censure, les bandes à pied ont dû devenir hyper ingénieuses. Elles jouaient avec les mots, avec le double sens. Prenez cet exemple, men jette là. Littéralement, voici le jet. Le jet. Quel jet? Eh bien, tout le monde savait qu'il s'agissait du jet privé du dictateur. C'était des pics, des messages codés que toute la population comprenait, mais que le régime ne pouvait pas vraiment punir sans savoir l'air ridicule. C'est du génie, purement et simplement. Donc, on le voit bien, le carnaval, c'est vraiment autre chose qu'une simple fête. C'est ce miroir, un miroir fidèle de la société haïtienne. Parfois, il déforme un peu les traits, comme une caricature, mais il est toujours incroyablement lucide. Il reflète tout, les joies, les peines, les crises, les espoirs. Et quand je dis qu'il reflète tout, c'est vraiment tout. Chaque détail a une signification. Un masque va raconter une histoire politique. Un costume va dénoncer une injustice. Une chanson va capturer la colère ou la joie d'un instant précis. De la chute de Duvalier jusqu'aux crises les plus récentes, en passant par tous les moments de créativité pure, tout, absolument tout, se lit dans le carnaval.
Alors pour finir, ça nous amène à une question essentielle. Si le carnaval est bel et bien ce miroir d'Haïti, aujourd'hui, maintenant, quelle image est-ce qu'il nous renvoie, dans le contexte actuel, avec toutes les difficultés et les incertitudes? La réponse, évidemment, elle n'est pas simple. Et c'est peut-être ça, finalement, la plus grande force du carnaval. Il n'est pas là pour donner des réponses toutes faites. Il est là pour nous forcer à poser les bonnes questions. Et surtout, pour nous forcer à regarder la réalité en face.